Pékin, août 1966. Le soleil se lève sur la capitale, mais la ville est prise dans une tempête qu'aucune prévision n'aurait pu annoncer. Dans la cour d'un collège, des élèves, des enfants quelques mois auparavant, frappent leur professeur avec des boucles de ceinture et des bâtons. Une femme d'une 60aine d'années s'effondre tandis que ses anciens élèves scandent des slogans qu'ils comprennent à peine. La police n'intervient pas. On leur a donné l'ordre de ne pas le faire. À quelques kilomètres de là, sur l'immense estrade de pierre de la place Tiananmen, Mao Zedong salue une marée de gardes rouges. Ils acclament la ville comme s'ils assistaient à un triomphe, tandis que dans les salles de classe, les appartements et les ruelles résonnent de cris. Le paradoxe est palpable. Une révolution proclamée pour protéger le peuple commence par anéantir ceux-là même qui ont façonné l'avenir de la Chine. Des adolescents traquent publiquement leurs ennemis de classe, professeurs, écrivains, scientifiques, voire parents, les marquant d'encre, leur rasant la tête, les forçant à s'agenouiller. Des maisons sont saccagées, des livres brûlés, des temples détruits. La police reste muette, obéissant à l'ordre formel de se tenir à l'écart. Ce qui constituait jadis le fondement de la société, le respect, la famille, le savoir, s'effondre en un seul mois de rage déchaînée. Au-dessus du chaos, des haut-parleurs répètent les paroles de Mao. Il est juste de se rebeller. Et des millions de jeunes le croient. Chaque chant se fait plus fort, chaque coup plus assuré, comme si la nation elle-même avait oublié ce qu'est la miséricorde. Comment un pays riche de 5000 ans de culture a-t-il pu se transformer du jour au lendemain en une machine à autodestruction? Quelle force a pu métamorphoser des enfants en bourreaux et des érudits en proies traquées? Pourtant, cette histoire ne commence pas par la violence. Elle commence par l'homme qui l'a provoquée. Après le chaos des débuts, l'histoire doit revenir à sa source. L'homme qui a mis en branle toute une nation. 6 ans avant la révolution culturelle, Mao Zedong avait subi un revers politique. Le grand bond en avant, sa tentative d'imposer la croissance industrielle par la mobilisation des masses, s'était soldée par un désastre. Des dizaines de millions de personnes étaient portes de faim, et les dirigeants du parti avaient discrètement relégué Mao à un rôle plus symbolique. Son autorité demeurait immense, mais non absolue, et Mao ne pouvait l'accepter. En 1966, il était prêt à reconquérir le pouvoir qu'il estimait lui avoir échappé. La première attaque prit la forme de « notification du 16 mai » document mettait en garde contre les infiltrés bourgeois dissimulés au sein même du Parti communiste. Il présentait les ennemis intérieurs comme plus dangereux que les ennemis extérieurs. Le message était simple et dévastateur. La plus grande menace pour la révolution était constituée par les révolutionnaires qui se tenaient à ses côtés. Pour combattre cet ennemi imaginaire, Mao se tourna vers une force sans lien avec l'ancien système, la jeunesse chinoise. On dit aux adolescents qu'ils étaient les plus purs défenseurs du communisme, la génération choisie pour dénoncer la corruption et démasquer les traîtres. De cet appel naquit le Garde rouge, un mouvement d'étudiants qui se considéraient comme les guerriers d'une seconde révolution. Les écoles fermèrent leurs portes dans tout le pays, libérant des millions de jeunes pour la lutte politique. Leur mission s'étendit rapidement, détruire les 4 vieilleries, les vieilles idées, la culture, les coutumes et les habitudes. Temples, livres, œuvres d'art et sanctuaires ancestraux devinrent des cibles. Tout ce qui était lié au passé de la Chine était désormais considéré comme un obstacle à son avenir. Mao avait allumé le feu pour consolider son pouvoir. Mais une fois déclenchée, la révolution lui échappa. À la fin de l'été 1966, la Chine était devenue une nation en guerre contre elle-même. À Pékin, le premier choc survint lors de ce qui allait devenir la Grande Guerre civile chinoise. Août. Rouge les élèves, autrefois premiers de leur classe, traînaient désormais leurs professeurs dans les cours d'école et les rouaient de coups de ceinture, de bâtons de bambou et de poing. Plus de 1700 personnes furent tuées dans la seule capitale, souvent en quelques jours seulement, tandis que des foules scandaient des slogans révolutionnaires et plachardaient des affiches au caractère géant sur les murs des campus. Les apparitions répétées de Mao sur la place Tiananmen
entouré de millions de jeunes en liesse, cautionnait la violence. Chacun de ces gestes était perçu comme une autorisation. Les gardes rouges élargirent rapidement leur cible. Quiconque était qualifié de ennemi de classe, un ancien propriétaire terrien, un intellectuel, voire un voisin âgé qui conservait un vieux livre, pouvait être exhibé dans les rues, humilié ou agressé. La police ayant reçu l'ordre de se retirer, les adolescents devinrent la force la plus puissante du pays. Des trains bondés de jeunes gardes rouges sillonnèrent les provinces pour un tourisme révolutionnaire, semant le chaos de ville en ville. Début 1967, les troubles s'intensifièrent. À Shanghai, la tempête de janvier renversa le gouvernement local, inspirant des prises de pouvoir similaires à travers la Chine. Des factions rivales de gardes rouges s'affrontèrent. Dans des villes comme Wuhan et Chongqing, des combats armés hurluberlument eurent lieu, utilisant fusils, grenades et même chars d'assaut saisis dans les arsenaux. Les administrations municipales s'effondrèrent, les écoles, les usines et les réseaux de transport cessant de fonctionner. Les massacres atteignirent leur paroxysme au Guangxi. Des rapports ultérieurs firent état de massacres, de mutilations et même d'actes de cannibalisme perpétrés lors de luttes intestines. Des villages entiers furent ravagés par la méfiance qui s'empara des communautés. La Révolution chinoise, autrefois présentée comme un renouveau culturel, avait dégénéré en un chaos généralisé à l'échelle nationale, incontrôlable, imprévisible et s'aggravant de mois en mois. Et au moment même où la violence atteignait son paroxysme, la Révolution prit une tournure encore plus sombre. En 1969, la Révolution culturelle avait déjà ravagé les écoles, les villes et les familles. Mais ce qui suivit fut encore plus intime et systématique, une campagne qui s'insinua dans chaque foyer, chaque lieu de travail, chaque relation. Au 9e Congrès national, Lin Biao fut désigné successeur de Mao, et son accession au pouvoir s'accompagna d'une nouvelle vague de purges. Sous le slogan « Une gifle, 3 contre », les comités locaux reçurent l'ordre de démasquer les ennemis cachés, de punir le poison politique et de s'attaquer à toute forme de déloyauté. Ce n'était plus un mouvement de foules en colère, mais une machine administrative conçue pour éradiquer la peur en la fabriquant. Des groupes entiers étaient pris pour cible et désignés comme les 5 catégories noires: les propriétaires terriens, les paysans aisés, les militants de droite, les contre-révolutionnaires et les prétendus éléments indésirables. Des personnes étaient arrachées à leur foyer, battues toute la nuit et contraintes d'avouer des crimes qu'elles n'avaient pas commis. Certaines se suicidèrent plutôt que de subir une nouvelle séance de torture. D'autres disparurent dans les cellules et ne revinrent jamais. Des enfants dénoncèrent leurs parents. Des conjoints furent poussés à se dénoncer mutuellement. La confiance elle-même devint dangereuse. Nulle part ailleurs, la brutalité n'a été aussi flagrante qu'en Mongolie intérieure, où près de 23 000 personnes ont été battues à mort lors d'interrogatoires et plus de 120 000 mutilées. Nombre d'entre elles n'avaient aucun passé politique. Elles furent simplement accusées de séparatisme par des rivaux en quête de sécurité ou d'avantages. Bien plus à l'ouest, au Tibet, des monastères séculaires furent rasés, des textes sacrés brûlés et des moines emprisonnés, le tout au nom de la purification révolutionnaire. Ce qui disparut, ce n'est pas seulement la religion, mais des modes de vie entiers. Ces purges ont révélé la véritable logique de la révolution culturelle. La loyauté ne valait rien, l'idéologie n'offrait aucune protection et l'innocence ne pouvait vous sauver. Car bientôt, la révolution se retourna de nouveau contre ses propres rangs, consumant même ceux qui se croyaient les plus proches de Mao. La révolution qui avait jadis promis la pureté se retourna contre ceux-là, même qui avaient contribué à son édification. En 1971, une rumeur se répandit à Pékin. Lin Biao, le plus proche allié de Mao et son successeur désigné, complotait un coup d'État. Ce plan présumé, connu sous le nom de Projet 571, prévoyait l'assassinat de Mao et la prise du pouvoir. Qu'il fût réel ou exagéré, le dénouement choqua la nation. L'avion de Lin Biao s'écrasa en Mongolie alors qu'il tentait de fuir, un crash symbolisant la révolution se dévorant elle-même. Les conséquences furent immédiates.
Des fonctionnaires qui avaient jadis marché aux côtés de l'un furent soudainement traités de traîtres. Des unités militaires entières furent purgées. Des cadres disparurent dans des centres de détention sans explication. Des familles apprirent que des photos, des lettres ou une loyauté passée pouvaient les condamner. La peur devint un langage quotidien, exprimé à voix basse et par des regards méfiants. Dans ce chaos émergea la bande des quatre, Jiang Cheng, Zhang Chunqiao, Yao Wenyuan et Wang Hongwen. Ils poussèrent l'idéologie radicale plus loin, exigeant un dévouement absolu et s'attaquant à quiconque était jugé insuffisamment révolutionnaire. La vie culturelle se durcit à nouveau. Dans les villages où la production s'effondra, la famine s'abattit sur les populations. Les étudiants exilés à la campagne se sentaient abandonnés, travaillant dans des champs peu nourrissants et sans perspective de retour chez eux. Les usines s'arrêtèrent, les familles se brisèrent et le silence s'abattit sur un pays traumatisé. Pour des millions de personnes, le rêve de révolution s'était déjà éteint, remplacé par l'épuisement et le chagrin. Mais l'autorité de Mao maintenait tout en place. Sa vision occultait les souffrances, assurant la pérennité du mouvement, bien après que son sens se soit estompé. Et lorsque Mao mourut finalement en 1976, la Chine se retrouva face aux décombres d'une décennie qui avait consumé dirigeants, partisans et vies innocentes, se demandant comment une promesse de renouveau avait pu se transformer en l'un des chapitres les plus sombres de son histoire. La mort de Mao Zedong en septembre 1976 fut comme la fin soudaine d'une tempête qui faisait rage depuis 10 ans. Pendant des années, sa voix avait façonné chaque règle, chaque campagne, chaque accusation. Mais quelques semaines après sa disparition, le silence qui suivit révéla un fait extraordinaire. Les hommes et les femmes qui avaient contribué à imposer la révolution culturelle n'étaient plus intouchables. Le 6 octobre, la bande des quatre, les véritables artisans de ces années les plus sombres, fut arrêtée lors d'une opération rapide et décisive. La Chine assista, impuissante, à l'arrestation de Jiang Qing, la veuve de Mao, menottée, signe de la fin d'une ère dont on semblait incapable de s'échapper. La nation qui subsistait était épuisée. Les rues, jadis grouillantes de gardes rouges, étaient désormais le théâtre de rassemblements de familles à la recherche de leurs proches disparus, d'enseignants retournant dans des écoles dévastées et de fonctionnaires tentant de reconstruire des institutions minées par la peur. Lorsque Deng Xiaoping retrouva le devant de la scène, il mena le pays sur la voie d'un redressement progressif. Ces réformes, pragmatiques et parfois douloureuses, visaient à réparer une société déchirée de l'intérieur. Pour des millions d'anciens gardes rouges et de jeunes déportés, le mal était irréparable. Ils appartenaient à la génération perdue, des jeunes ayant passé leurs années les plus formatrices dans des villages reculés, loin de l'éducation et des perspectives d'avenir. Nombre d'entre eux sont revenus en ville, avec le sentiment d'être plus vieux que leur âge, accablés par des souvenirs qu'ils évoquaient rarement. En 1981, le Parti communiste a émis un jugement rare et sans appel, qualifiant la révolution culturelle de grave erreur et reconnaissant les souffrances qu'elle a engendrées. Pourtant, même cet aveu ne pouvait apaiser pleinement le traumatisme qui persistait dans les familles, les écoles et la mémoire collective. Leurs histoires se sont terminées il y a longtemps, mais les dégâts moraux qu'elles ont laissés derrière elles continuent de façonner le monde bien au-delà de 1976.